tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire dédié à l'immobilier et plus particulièrement les SCPI. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui deux invités de grandes maisons de gestion. Philippe Delotel, directeur commercial du groupe La Française. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et Thierry Scher, directeur général opérationnel du groupe Eurial. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc, comme vous le savez, Alta Profit a développé depuis 2021 une offre en immobilier et en SCPI, un partenariat avec Alphéis. Et donc, nous proposons et nous offrons à nos clients la possibilité d'investir sur des supports à fort potentiel. Car l'investissement en SCPI permet de vous constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d'un cadre bien plus souple qu'un investissement en direct par le biais d'une acquisition physique. Et surtout, en vous donnant accès à des actifs habituellement réservés à des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, le marché, plutôt le secteur de la santé est, je pense, l'un des secteurs les plus importants dans notre société. Les maisons de gestion ont su anticiper ces évolutions de marché avec de nombreuses SCPI sur ce domaine. Pour qui veut diversifier son patrimoine ainsi que ses sources de revenus, la pierre est un actif de choix. Nous allons donc ce soir répondre à plusieurs de vos questions. La première, une question sur l'évolution du marché immobilier dans ce climat économique délicat. Et la deuxième, comment les SCPI de santé ont su dynamiser et attirer un grand nombre d'investisseurs. Donc, pour notre première partie, nous allons parler de la conjoncture économique actuelle qui est en faveur des SCPI, qui est un marché performant et ce, malgré un environnement instable. Comme nous l'avions évoqué lors de notre précédent webinaire, nous parlons beaucoup de l'inflation. Celle-ci ressort à 5,8% sur un an en France, alors que nous étions à 0 en décembre 2021. L'Europe est aussi impactée à plus 9,1%. Les récents conflits ont aussi impacté le prix des matières premières. Donc, ma première question est, ces différents événements ont-ils entraîné des répercussions sur le marché des SCPI? Thierry, je vous laisse la parole pour cette première question. Merci déjà de cette question. Effectivement, je pense qu'elle brûle toutes les lèvres de chaque épargnant qui soit déjà épargné dans ce domaine, soit envisage de le faire et s'interroge légitimement sur l'impact de l'inflation sur ce secteur économique, ce pan économique qui est extrêmement important. Alors forcément, on ne sort pas indemne de cette situation et on analyse tout cela et on anticipe tout cela. Je pense que le terme que vous avez évoqué est tout à fait le bon, hein, c'est l'anticipation. Et l'inflation fait partie de notre quotidien. Alors effectivement, ça fait quelques décennies désormais qu'on avait plutôt l'habitude de vivre sans inflation et on souhaitait tous que finalement on atteigne un certain niveau d'inflation parce que dans l'inflation, il y a la bonne inflation et la mauvaise inflation. C'est un peu comme le cholestérol. Donc il faut parfois bien doser tout ça pour pouvoir bien anticiper et bien fonctionner avec. Il faut se rappeler aussi que je parlerai peut-être de bonne inflation, nos parents sûrement se sont constitués donc leur immobilier à presque bon compte si j'ose dire parce que l'inflation a contribué finalement à ces acquisitions de façon importante. De la même façon aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir quels sont finalement les taux réels auxquels on emprunte. On a vu évidemment que l'inflation entraînait donc une augmentation des taux, notamment des taux d'emprunt, mais corrigé de l'inflation, on est encore dans un territoire négatif. Alors je ne dis pas qu'on va se satisfaire de cette situation, mais la vraie question, c'est de savoir si l'inflation, finalement, est conjoncturelle ou structurelle. Alors, on a des avis un peu divergents selon les économistes et selon les différentes analyses. Certains diront que on a vécu un pic aux États-Unis notamment, qu'on l'a pas encore vécu tout à fait en Europe et en zone euro, ce qui est probablement le cas effectivement. Donc, d'aucuns parleront de cette fin d'année ou du début de l'année prochaine pour une sorte de palier. Mais voir effectivement comment est structurée finalement cette inflation et voir effectivement quelle sera sa durée finalement et comment on pourra durablement combattre cette inflation notamment, sachant que l'immobilier s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres secteurs d'activité. On a pour coutume de dire que l'immobilier est un rempart contre l'inflation, un rempart, un bouclier, on emploiera le terme que l'on veut. Mais en tout cas, l'immobilier de santé, de par sa résilience, de par
la lisibilité que nous offre ce secteur et les besoins structurels est encore probablement plus que l'immobilier dans son ensemble, un rempart encore endurci en quelque sorte par rapport à l'inflation. Donc oui, c'est un sujet, oui, ça a un impact parce que l'économie en elle-même est impactée. Tant que les salaires ne suivent pas forcément l'inflation, on va dire qu'on est peut-être dans un domaine un peu plus conjoncturel. C'est ce qu'on va vérifier d'ailleurs de près pour voir si effectivement elle tendrait à devenir structurelle. Mais de toute façon, l'immobilier est plutôt résilient, l'immobilier de santé encore davantage. Merci Thierry. Philippe, quelle est pour vous votre analyse? Ouais, bonjour à tous. Beaucoup de points communs évidemment avec ce qui vient d'être dit. Julien, vous avez parlé d'univers instable. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Inflation, hausse des taux, crise énergétique. Voilà, chaque jour suffit sa peine. Votre question, elle est sur les impacts que ce contexte instable pourrait avoir sur le marché des CPI. Si on est un petit peu basique, à ce jour, des faits, il est très retenu, hein. Il y a un premier indicateur auquel nos auditeurs vont être sensibles, je pense, c'est de regarder un petit peu si les dynamiques de collecte sont déjà en train de freiner dans ce contexte instable. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Il y a un chiffre qui est à la portée de tout le monde, consultable par tout le monde. C'est les dernières statistiques de collecte sur le marché des CPI par des clients particuliers. 5,6 milliards d'euros collectés, levés au titre du premier semestre 2022 sur le terrain de jeu des SCPI. Et en particulier, d'où ce webinaire ce soir, je trouve, qui est vraiment bienvenu, avec des secteurs comme la santé qui s'en tirent de façon particulièrement remarquable. Alors bien sûr, il y a un constat qui est ni tout rose ni tout noir, mais qui est aujourd'hui instable. Il est fait de choses contradictoires. Il est fait de choses dont on doit se méfier et qu'on est en train de regarder au plus près. C'est évidemment un contexte macroéconomique, d'activité économique qui a tendance un petit peu à se dégrader. Tout le monde le vit dans son quotidien et qui peut affecter des secteurs comme l'immobilier. Il n'y a aucune raison que l'immobilier soit à l'écart du monde. Évidemment, il est aussi sensible à ces variations conjoncturelles. Moi, je suis persuadé que la période qui s'ouvre, elle va être pour les SCPI absolument déterminante. Et même si ça a très bien collecté jusqu'à présent, les 2-3 semestres qui viennent vont être déterminants, tout simplement parce que ça va éprouver, Thierry Scher vient d'évoquer le terme de résilience, la capacité de résilience, de résistance, de solidité des SCPI. Oui, il faut être vigilant par rapport à ce contexte économique, financier qui est instable. À côté de ça, c'est pas pour toujours rendre les choses positives et qu'elles nous soient favorables, mais Thierry vient d'évoquer les mécanismes d'indexation. Vous avez tous en tête que l'immobilier, on l'a tous vécu dans nos vies personnelles quand on a aussi acheté à un moment donné notre résidence principale. L'immobilier, c'est le seul secteur qui est poussé par un mécanisme un peu mathématique, une équation très basique d'indexation des loyers au fur et à mesure que l'inflation enfle. C'est quand même un sacré élément de protection. C'est une immunité partielle. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure au moment des questions. Puis, vous avez parlé de hausse des prix des matières premières. Il faut avoir en tête que les SCPI, c'est pour ça aussi peut-être qu'elles collectent toujours autant, ne sont pas des SCPI qui achètent que des biens neufs, complètement neufs, mais elles achètent surtout des biens récents, récemment livrés, et elles sont assises sur des patrimoines qui sont constitués. Donc, ni un constat dithyrambique et aveugle, ni un constat dépressif, parce que ça n'est ni l'une ni l'autre situation. Merci Philippe. Alors j'ai une question en plus pour vous Thierry. Au Royaume-Uni en juillet, la hausse des prix a déjà atteint plus de 10% sur un an, au plus haut depuis 40 ans dans le pays. La Banque d'Angleterre prévoit une accélération de 13% en octobre et une entrée en récession à partir de la fin d'année. Nous savons que vous avez une part importante investie dans ces pays au sein de la SCPI Pierreval Santé. Comment allez-vous anticiper cela? Alors, en effet, la SCPI Pierreval Santé a beaucoup investi l'année dernière sur le Royaume-Uni. Alors, on était déjà donc sur un bon nombre de pays européens, mais effectivement, on a eu une forte poussée sur le Royaume-Uni, puisqu'on a acheté 22 actifs de mémoire, donc pour un montant de l'ordre de 450 millions d'euros, donc c'est important.
Mais effectivement, parce que ça nous paraissait important aussi de bien diversifier notre patrimoine. On est maintenant avec 210 actifs dans l'ensemble du patrimoine de la SCPI, donc c'est important de pouvoir disperser le risque sur différentes zones, y compris sur une zone hors euro. Alors tout de suite, on peut s'interroger en disant, voilà, zone hors euro, comment fait-on pour finalement gommer le risque de change ou absorber ce risque de change? Eh bien, avec nos amis britanniques, c'est pas toujours facile, mais on fait confiance à nos négociateurs. Nous négocions les baux et nous nous faisons payer en euros. Donc finalement, le risque de change est pris par eux, ça c'est un premier point. Deuxième point, donc Philippe l'évoquait et j'insiste là-dessus, il y a un encadrement très réglementé sur l'indexation donc des loyers. Alors indexer les loyers, c'est bien, c'est effectivement une parade vraiment très importante contre l'envolée des prix et donc l'inflation, mais encore faut-il s'assurer que les locataires soient bien à même d'absorber ces indexations, ces augmentations de loyer. Alors c'est le cas là aussi dans les négociations et dans les sélections des actifs que nous faisons. Le Royaume-Uni n'a pas échappé à cette règle, mais peut-être encore davantage que dans d'autres pays, où nous étions extrêmement vigilants, effectivement, sur cette capacité d'absorption des loyers par les locataires, ce qui est lié finalement à leur activité. Vous savez, on avait l'habitude de dire auparavant dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Je pense que dans les SCPI de santé, dans l'immobilier de santé, même si on n'achète pas l'activité, mais pour nous, c'est l'activité. Il faut bien connaître, il faut bien comprendre l'activité et comprendre combien peuvent peser les loyers dans l'ensemble de l'activité d'un exploitant, d'un partenaire en ce qui nous concerne, pour savoir si on a intérêt effectivement à vivre notre vie avec lui, parce que, et là aussi c'est un élément extrêmement important sur la notion de parade contre les évolutions des prix et l'inflation, c'est la durée des baux. On y reviendra, mais sachez que sur certains actifs que l'on a achetés donc, au Royaume-Uni l'an passé, on a eu des baux fermes de 30 ans. Rendez-vous compte, 30 ans. Donc on est sur une lisibilité extrêmement importante, mais qu'il faut plus traduire comme étant un accompagnement en termes de partenariat avec l'exploitant. Et c'est ça qui fait que finalement, on va négocier aussi avec lui les éléments qui vont se traduire évidemment par des recettes pour nous, avec cette durabilité dans les loyers, cette bonne visibilité, cette certitude de pouvoir encaisser ces fameux loyers. Donc indexation, négociation avec l'exploitant, lisibilité avec une durée des baux très ferme, ce qui fait qu'on est assez serein quant à ces investissements en Royaume-Uni. Merci Thierry. Autre point, et lui aussi important, on constate aujourd'hui sur le marché immobilier une hausse des taux d'emprunt, une pénurie de biens. Aujourd'hui, les fondamentaux économiques qui portaient le marché immobilier ces 5 dernières années sont en train de changer. Allons-nous assister à un retournement de marché? Philippe, je vous laisse la main pour répondre en premier à cette question. Je fais attention parce qu'on est enregistré. C'est une réponse qui nous engage un petit peu pour les semestres qui viennent, mais non, je suis très détendu pour vous répondre. Julien, si je venais vous dire ce soir que les plaques ne sont pas en train de bouger, vous n'écouteriez même pas. Vous venez de le définir un petit peu dans votre propos introductif. Bien sûr qu'il y a des éléments aujourd'hui, encore une fois, d'instabilité qui jouent et on est rentré dans une période où il faudra être furieusement agile dans la gestion des fonds. De quoi on parle? On parle avec l'inflation d'une séquence, vous le lisez tous les jours dans les articles, de hausse des taux. Hausse des taux courts, hausse des taux longs, durcissement aussi des conditions financières quand on achète avec une partie de crédit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les taux de rendement de l'immobilier dans cette période-là, c'est une vieille leçon qu'on peut rabâcher parce qu'elle se reproduit de cycle en cycle. C'est qu'à chaque fois qu'on est dans une période comme aujourd'hui, un petit peu plus tendue, les taux de rendement de l'immobilier, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils évoluent, ils s'ajustent parce que vous devez toujours avoir historiquement une prime de rendement en faveur de l'immobilier par rapport à ce qu'on appelle les taux sans risque. Sinon, si les taux sans risque étaient supérieurs en rentabilité au rendement de l'immobilier, pour quelle raison voudriez-vous que nous, en tant qu'épargnants, nous placions sur l'immobilier si les taux sans risque étaient plus élevés? Il reste une prime, mais cette prime, elle s'est un petit peu, elle a aminci. Et donc, sur les actifs un petit peu périphériques, d'accord, qui ne sont pas du tout dans le cœur de la stratégie de nos SCPI. Et tout ça, c'est pour vous donner quelques points de repère. Eh bien, on commence de voir un ajustement justement de ces taux de rendement. Et donc,
une hausse de ces taux de rendement pour reconstituer une partie de cette prime de risque, cette prime de rendement, vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant, moi, je suis persuadé, pour vous dire, oui, mais il est un petit peu jugé parti, c'est vrai, mais moi, je suis persuadé que l'immobilier, dans les semestres et les années qui viennent, va conserver son attractivité. Vous avez entendu Thierry Scheur tout à l'heure vous dire que l'immobilier, c'était l'actif, le seul peut-être, qui bénéficier d'une immunité contre l'inflation au travers de l'indexation des baux commerciaux. C'est une sacrée protection quand même. Premier aspect, c'est celui-là. Puis le deuxième qu'on doit bien avoir en tête, c'est que sur les secteurs les plus recherchés en immobilier, je parle d'immobilier de rendement, c'est-à-dire de bureaux, de commerce, de locaux d'activité, d'entrepôts et de santé, eh bien vous vous apercevez que dans les secteurs les plus centraux, vous avez une insuffisance d'offres aujourd'hui par rapport à la demande. Je ne parle même pas des SCPI, je me mets un cran au-dessus au niveau du marché immobilier. Moi, je viens vous affirmer ce soir, et je sais que Thierry sera d'accord avec moi, que la rareté, c'est l'élément le plus puissant de soutien à la valeur d'un bien immobilier. C'est valable pour nos résidences principales comme pour cet immobilier de placement. Moi, je suis persuadé qu'on va continuer d'avoir dans les années qui viennent, même dans ce contexte plus instable, eh bien une prime qui sera donnée aux immeubles, jusqu'aux immeubles de santé, quand ils prendront en compte notamment des critères de durabilité, c'est-à-dire, pour parler français, notamment apportant une certaine protection avec des immeubles peu énergivores en consommation. Ça, c'est un sacré soutien à leur valorisation. Puis après, ce sera le travail de chacune des sociétés de gestion d'être agile, je l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez quand même pas une chose, c'est que la phase dans laquelle on est en train de rentrer, plus complexe, les SCPI, pour l'essentiel, notamment celles qu'on représente devant vous ce soir, elles sont rentrées dans cette phase plus instable avec une santé, un peu un pléonasme, redondant, mais elles sont rentrées dans cette phase avec un aspect sain, très sain sur leurs fondamentaux, qui sont aussi des sacrées protections pour adresser les prochains semestres. Merci Philippe pour cette analyse. Thierry? Retournement de marché, effectivement, je suis en phase avec Philippe. Je pense pas qu'il y ait un retournement de marché dans notre secteur d'activité, qui d'ailleurs lui-même est constitué de plusieurs sous-secteurs d'activité. En revanche, et là je reprends le terme d'agilité qu'a évoqué Philippe, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors c'est parfois même de l'acrobatie, il faut être extrêmement souple et savoir également saisir les opportunités là où elles sont. C'est-à-dire qu'on a un travail de sélection qui est devenu un travail de fourmi, alors non pas sur le marché français qui est peut-être un marché un peu étroit dans lequel on ne peut pas véritablement exercer nos talents. Et donc on a dû repousser les frontières, à la fois les frontières géographiques, donc en Europe, je le disais tout à l'heure, même hors zone euro. Et désormais, j'ai même plaisir à vous annoncer que nous venons même de faire l'acquisition d'un premier bien au Canada. Donc, vous voyez, on va traverser l'Atlantique pour aller trouver matière, finalement, à satisfaire les exigences qui sont les nôtres, bien sûr, mais qui ne sont que le reflet des exigences des épargnants. En termes de rentabilité, c'est un premier point, mais plus que ça, parce que finalement, il n'y a pas que la rentabilité qui rythme la décision d'investissement, heureusement, mais il y a aussi cette fameuse vision, cette visibilité dans le temps, donc qui est extrêmement importante. Et puis aussi, on le sous-estime parfois, la contribution à cette économie sociétale très forte, donc l'économie de la santé, ça nous touche tous. Et même si on ne sauve pas des vies directement par nos interventions, on y contribue en finançant des établissements qui vont justement mieux protéger les nôtres, et on fera partie de cela aussi. Donc c'est aussi notre avenir qui est en jeu. Donc important d'avoir ça en tête. Et puis, encore une fois, le fait de pousser ces frontières géographiques, mais aussi sectorielles, donc dans des nouveaux secteurs d'activité qui sont peut-être encore un peu méconnus en France, tels que le co-living notamment, tels que les hôtels hospitaliers ou des choses comme ça, qui fleurissent véritablement dans d'autres pays. Je pense à la Hollande, je pense à l'Irlande, je pense au Canada. Donc tout ça fait qu'on pourra également importer des nouveaux concepts qui sont importants, de la même façon que sur les EHPAD. Les EHPAD en Hollande, ça n'a rien à voir avec un EHPAD en France. Ce sont des lieux de vie auxquels on adjoint, auxquels sont contigus des crèches ou des écoles primaires. Donc voilà, ce sont des lieux
où il se passe quelque chose, il se passe de la vie. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est l'économie de la santé, qui est structurellement déficitaire aujourd'hui. Donc, il y a des besoins considérables. Bon, je ne vais pas refaire ici un cours sur la démographie, mais s'il y a bien une statistique qui ne ment pas d'année en année, de décennie en décennie et de siècle en siècle, c'est la démographie. On sait exactement combien il y aura de centenaires en France, en Europe et dans le monde dans 50 ans. Ça, c'est inscrit, sauf catastrophe de type endémique ou des choses comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, on sait exactement qu'on est structurellement en déficit sur nombre de domaines de la santé. Et notre rôle, c'est d'aller chercher et d'aller anticiper. Votre terme tout à l'heure était excellent, c'est l'anticipation de marché. Notre boulot, c'est ça, c'est l'anticipation pour avoir la bonne sélection au bon moment. Ce qui nous permet aussi, dès lors que, en ce qui nous concerne en tout cas sur Pierreval Santé, on fonctionne avec des réseaux d'intermédiaires, de brokers dans différents pays, on intervient avant les appels d'offres. Et donc, ça nous permet, donc, ce qu'on appelle off-market, ce qui nous permet donc notamment de négocier là aussi des prix qui sont tout à fait intéressants et qui nous permettent de maintenir les rendements tels que les attendent nos épargnants. Merci beaucoup Thierry. J'ai une question en plus pour vous Philippe, qui représentez le groupe La Française, un groupe historique comme le vôtre avec plus de 14 milliards d'encours en immobilier. Vous avez connu plusieurs crises immobilières comme en 1991. Quelle stratégie allez-vous mettre en place? C'est pas bien de rappeler notre âge, Julien, mais non, vous avez raison. On est une maison installée depuis un certain temps, à peu près un demi-siècle. Donc oui, on a connu, et heureusement pas que moi, hein, mes prédécesseurs, beaucoup de phases de cycle favorables, plus complexes sur la partie des SCPI. Bon, je vais essayer qu'on reste modeste parce que la prévention des crises, il y a toujours une partie qu'on découvre une fois qu'elle est survenue. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que il y a des choses qui sont intemporelles. C'est que dans ces phases qui sont un petit peu plus stressées, vis-à-vis de l'immobilier et spécialement sur l'immobilier de santé qui nous intéresse ce soir, moi je suis persuadé qu'il y a des choses par lesquelles il faut impérativement passer et cocher. La centralité des investissements, je suis convaincu, mais comme beaucoup, que c'est un élément fondamental pour traverser la période actuelle. La centralité, ça ne veut pas dire être que dans le 8e arrondissement parisien, d'où on fait ce webinaire, mais ça veut dire aussi dans les villes de taille plus moyenne, de privilégier cette centralité. On s'aperçoit que c'est là où on a les performances qui sont les plus solides encore dans la période actuelle. Le deuxième élément dont on est convaincu, c'est que la taille des locataires est fondamentale. Je n'ai rien contre les petits locataires, il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, mais un petit locataire, par définition, il y a une dimension un petit peu plus de haut rendement qu'il faut exiger de lui en contrepartie du fait que on a une fiabilité qui est un petit peu moins grande que sur des administrations. Alors, ça peut nous faire sourire quand on les a comme locataires parce qu'on peut dire elles payent pas toujours le jour dit. Certes, elles ne payent pas toujours le jour dit, mais elles finissent toujours par payer et c'est un sacré réservoir pour générer les revenus trimestriels que vous, les épargnants, vos clients, attendent de notre part. Dernier aspect, c'est que moi, je pense que la période actuelle, il faut la traverser en continuant d'avoir une gestion très prudente. Ça veut dire, bien sûr, livrer un rendement qui soit élevé. C'est un point important pour nous, pour les épargnants, mais pas au prix de la fragilisation du fonds. Ça s'appelle des réserves, par exemple. La stratégie de réserve qu'on continue d'avoir sur chacune de nos SCPI, c'est une façon aussi de mettre un petit peu je suis désolé de la trivialité du terme, mais des noisettes de côté pour des périodes qui seraient un petit peu plus incertaines, comme on est sans doute en train de les traverser. Puis, spécifiquement sur le secteur de la santé, je trouve que les questions, Julien, que vous nous posiez sur le retournement éventuel de marché, c'est des questions très pertinentes. Il ne faut pas oublier que le secteur de la santé, c'est sans doute par rapport à tous les autres secteurs de l'immobilier dit de rendement, les bureaux, les commerces, le co d'activité, les entrepôts, le secteur qui est le plus décorrélé de la macroéconomie, des circonstances économiques, des médecins, le fait de limiter les zones blanches sur lesquelles il est très difficile d'avoir accès à un praticien généraliste ou spécialiste. Vous voyez, ça me conforte encore plus dans le fait de
d'aller investir, par exemple, sur des maisons de santé. Moi, j'y crois énormément. C'est ce qu'on fait sur la SCPI de santé de la française. Des maisons de santé qui vont rassembler en un seul et même lieu plusieurs professionnels, des infirmières, des spécialistes, des généralistes, des kinés, rassemblés en un même lieu. Si on veut reconquérir un petit peu le territoire et lutter contre ces zones blanches, oui, je pense que les patrimoines immobiliers, l'investissement sera absolument déterminant. Merci messieurs pour ces précieuses réponses. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Les SCPI de santé sont aujourd'hui, et vous l'avez dit, un gage de stabilité. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les facteurs à prendre en compte lors de la création d'une SCPI de santé? Thierry, pour vous et Pierre Val Santé. Pardon. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Je pense que pour Pierre Val Santé, c'est déjà nativement le fait d'être tourné vers l'international. Donc, ce qui signifie qu'on a une diversification géographique importante, qui signifie ou qui est le synonyme finalement de la dispersion des risques, et également diversification sectorielle. Donc, dans la santé, il n'y a pas une uniformité et unicité de ce secteur-là. On comptabilise à peu près une vingtaine de sous-segments. Et je fais confiance à l'inventivité des exploitants de santé pour aller trouver de nouvelles niches finalement. Donc c'est un secteur qui se développe véritablement très important et c'est important justement que l'on puisse effectivement disperser nos risques sur ces différents sous-secteurs. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la qualité des locataires. Donc la relation avec l'exploitant, d'ailleurs qu'on qualifie nous plutôt de partenaire parce que on est vraiment dans une relation très étroite avec lui. On regarde notamment de façon très vigilante sa faculté, sa capacité à payer les loyers. On le disait tout à l'heure par rapport à l'indexation, est-il en capacité d'absorber l'indexation, parce que indexer c'est beau, mais être certain d'être payé c'est mieux. Donc ça c'est le deuxième point. Et on regarde même par rapport à son activité même, si ce niveau de loyer est bien calibré par rapport à son activité. Donc ça c'est également un deuxième point extrêmement important. Après, c'est là aussi pardon, la visibilité qu'on va avoir sur le long terme, donc la durée des baux, et également donc tout ce que l'on exige dans ces baux. On y reviendra peut-être aussi, mais c'est notamment, on négocie des baux qu'on qualifie de triple net, c'est-à-dire que l'ensemble des charges liées notamment à l'évolution, à la rénovation, à l'adaptabilité des bâtiments par rapport aux normes climatiques, d'énergie, etc., sont également très importantes. Tout ça est à la charge finalement du locataire. Alors, ça se négocie et on est dans cette relation justement de partenariat pour voir comment ça se passe. Et enfin, sûrement pas, la liste est encore longue bien évidemment, mais un point de vigilance également qui est important, qui fait qu'aujourd'hui, les SCPI de santé, on n'est pas les seuls. Celle de Philippe, c'est pareil, mais la SCPI Pierre Val Santé également, évidemment, n'échappe pas à la règle. On est dans des taux d'occupation financiers qui sont très importants. Ils sont même presque indécents, puisqu'ils tutoient les 100%. Donc, on sait encore une fois avec qui on bosse, avec qui on négocie ses loyers, sur quelle durée. Et donc, sur le taux d'occupation financière et à contrario, le taux de vacances, on sait que l'on est très bien. Et donc, encore une fois, cette visibilité, elle est très importante dans le métier qu'on fait. L'immobilier papier, c'est aussi quand même de la finance. On joue avec l'épargne. Et quand je dis jouer, c'est pas péjoratif. Et c'est pas dans le sens pari du terme, loin s'en faut. On sait quelle est la valeur de l'argent. Et notamment, justement, quand on sait quelle est la valeur de l'argent, on sait aussi quelles sont les valeurs que défend nos SCPI, notamment Pierre Val Santé, avec la mise en place donc, de la contribution à cette économie sociétale et également le fléchage que l'on orchestre de façon automatique vers l'Institut du cerveau qui finance aussi la recherche sur les maladies neurodégénératives et donner du sens finalement, ça nous paraît extrêmement important, voire aussi important que de donner du rendement. Merci Thierry. Pour vous, Philippe, quels sont les facteurs à prendre en compte? Vous nous demandez un exercice qu'on a dû mener il n'y a pas très longtemps, puisque la SCPI de santé qu'on vient vous présenter, Avenir Santé, on l'a constituée il y a une petite année. Donc, c'est encore vivace dans ma petite tête. Donc, je peux vous dire les facteurs qu'on a pris en compte pour créer cette SCPI de santé. Il y en a 3 des facteurs. C'est très simple. Le premier et le plus important, c'est la profondeur de la thématique.
Je m'explique. Quand on lance une SCPI, c'est valable même au-delà de la santé, ce que je dis. C'est très tentant d'aller sur des thématiques même parfois un petit peu étroites, très concrètes pour l'investisseur, pour l'épargnant. Attention au fait que quand vous voyez les volumes de collecte incroyables qui sont aujourd'hui initiés sur le marché des SCPI, il faut que le véhicule soit encore capable de les investir. La profondeur de la thématique, la pérennité de cette thématique, alors là c'est la santé au sens large, mais ensuite il y a des, comme l'a très bien dit Thierry, il y a des sous-thématiques. Il faut que vous veillez, et avec vos conseils, eh bien, il faut veiller à ce que la thématique elle ne soit pas trop étroite pour que les volumes à y investir soit à due proportion de la collecte qui va être envoyée. Je vous donne un exemple, les maisons de santé dont je parlais à l'instant, je suis persuadé, c'est un des leviers principaux de cette nouvelle SCPI Avenir Santé. Les maisons de santé, ces bâtiments pluridisciplinaires qui vont rassembler toute une série de praticiens en dans un seul bâtiment, moi je suis persuadé que c'est amené à énormément se développer. Et quand vous regardez lisez les articles de presse, vous voyez tous les reportages sur les difficultés un petit peu de notre économie de la santé, oui, je pense qu'il y a un énorme défi pour voir se développer ce type d'unité. De toute façon, vous n'attirerez pas des médecins dans des zones qui ne soient pas des zones hyper centrales, comme ils venaient il y a 20 ou 30 ans. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Aujourd'hui, ces bâtiments pluridisciplinaires, c'est une façon aussi de capter ces talents-là et de les associer et de faciliter le parcours de soins pour les patients qu'on peut être à n'importe quel moment de notre vie. Je vais vite sur les deux autres points sur lesquels il faut être très attentif. Évidemment, le deuxième, c'est le rendement. Vous, les épargnants, attendez de ces SCPI de santé des rendements qui sont significativement élevés. Il faut donc qu'on soit au rendez-vous en matière de rentabilité. Ce sont parmi les SCPI les plus rentables du marché que celles qui sont sur ce marché de la santé. Puis la troisième chose, vous allez me dire encore heureux, mais les choses vont mieux en les disant, la différenciation. En français, il existe plusieurs SCPI de santé. Je pense que ce soir, on représente deux véhicules qui tiennent bien la route. Quand on crée une nouvelle SCPI, c'est ça votre question, Julien, si on était venu singer bêtement ce qui existe déjà et ce qui est très bon sur le marché, la SCPI Pierre Santé, elle l'incarne, un très bon véhicule sur l'immobilier de santé. Si c'est pour rendre la même copie, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'on a pris aussi un axe un petit peu différent en se concentrant par exemple sur ces fameuses maisons de santé. Le temps est venu, c'est une très bonne nouvelle. Le marché de la santé, il a pris une telle ampleur que les volumes à investir aussi ont grandi et que maintenant, sur le terrain du conseil en SCPI, sur le conseil sur les SCPI de santé, on peut même s'aventurer dans des allocations, des combinaisons entre plusieurs SCPI. C'est évidemment un des points qu'on vient vous proposer ce soir. Merci Philippe. Alors Thierry, comme vous l'avez évoqué il y a peu, on parle sur les SCPI de santé de baux de location sur des durées assez longues, en moyenne 13-14 ans, et vous nous avez même dit que pour certains biens jusqu'à 30 ans. Mais ces durées de baux impactent-elles, je dirais, le rendement ou bien une revalorisation au niveau du prix de la part? Toute exigence qui porte sur le locataire fait l'objet d'une négociation, c'est évident. Donc, on a cette chance que de pouvoir négocier avec le locataire. Et encore une fois, on est dans un partenariat. Donc, on n'est pas le puissant propriétaire qui met la pression sur le locataire de façon insensée. Et inversement, on n'est pas le suppôt du locataire à faire exactement ce qu'il nous demande, le doigt sur la couture du pantalon. Non, c'est absolument pas ça. Donc c'est évidemment une négociation, ce sont de longs entretiens. Ça rythme également la sélection de nos actifs, ça c'est également très important. Donc oui, évidemment, nous préférons négocier des baux de long terme. C'est la raison aussi pour laquelle nous allons souvent à l'étranger. Je rappelle que la SCPI Pierre Santé est à 72% aujourd'hui investi à l'étranger. Donc c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles nous y sommes allés de façon volontaire et de façon native, comme je le disais tout à l'heure. Et donc effectivement, on a sur l'ensemble de notre portefeuille de 210 actifs,
une durée résiduelle des baux qui est supérieure à 17 ans. Donc, effectivement, on est très, quand je dis durée résiduelle, donc ça veut dire qu'effectivement, on a déjà engrangé les quelques années déjà constatées sur certains de ces baux. Donc ça, c'est également, encore une fois, un gage de pérennité, un gage de visibilité et un gage de stabilité qui sont extrêmement importants. Et on est donc très attaché à ça. Mais de la même façon, lorsqu'on va négocier, je le disais tout à l'heure, l'indexation des baux, bah, plus on sera exigeant sur cette indexation, même si on est réglementé et encadré, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, heureusement d'ailleurs, mais tout ça a un impact sur le prix et donc sur le rendement et sur la revalo. Donc ça, c'est important. Également sur les baux triple net que j'évoquais tout à l'heure, eh bien ça aussi, ça va avoir un impact sur ce niveau qui va être négocié. Mais pour moi, c'est le maître mot dans cette action-là, c'est la négociation et c'est la bonne entente finalement entre le partenaire qui va nous céder son foncier, qui va nous confier l'externalisation de la gestion de son foncier et nous-mêmes qui sommes mandatés en quelque sorte, de façon indirecte bien sûr, par les épargnants pour leur trouver les meilleures solutions. Donc c'est une bataille de tous les jours. On exclut pas mal de choses que l'on voit parce qu'on n'est pas dans les clous. Et si on n'est pas dans les clous, on préfère ne pas y aller parce que on s'engage sur du très long terme et on engage de l'argent qui n'est pas le nôtre. Donc c'est évidemment très, très important. Ces points de vigilance sont fondamentaux pour nous, mais on est très exigeant. Je peux vous dire, et si je m'adresse directement aux épargnants qui sont derrière l'écran, je peux vous dire qu'on fait vraiment leur avocat dans la défense de leurs intérêts pour que l'on puisse ensuite être la tête haute à présenter donc les niveaux de rendement que l'on propose et les niveaux de revalorisation, même si jusqu'à présent, la SCPI Pirate Santé, même si elle ne fait pas son âge, elle a 8 ans, mais elle ne fait pas son âge parce qu'elle a vraiment évolué ces dernières années, n'a pas encore revalorisé la part, et ça n'est pas tout à fait d'actualité. Merci beaucoup Thierry. Comme vous l'avez dit, messieurs, nous rencontrons ces dernières années une collecte record sur les SCPI, ce qui augmente bien entendu votre volume de liquidité. Comment réagissez-vous face à ce volume? Philippe, je vous laisse la main. Oui, c'est un point fondamental. Pas toujours d'ailleurs repris dans les articles de presse sur la partie SCPI. Vous savez, la gestion d'une SCPI, alors, on est des groupes avec plusieurs centaines de personnes, donc là, c'est moi qui l'incarne ce soir devant vous, mais heureusement, il y a bien d'autres personnes et chaque fois dédiées à chacun des métiers. Une SCPI, dans ses fondamentaux, c'est très basique. Dans sa gestion, il y a des choses qui sont intemporelles. Entre autres, il y a le fait qu'une SCPI, c'est comme pardon de cette image un peu galvaudée, mais c'est un petit peu comme un vélo qui ne devrait jamais s'arrêter de pédaler. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez, de liquidité, de performance. Ces véhicules SCPI, ils doivent toujours collecter. D'accord, pour nous permettre derrière de continuer d'investir, ça veut dire en permanence d'acheter des immeubles aux nouvelles tendances, entre autres sur le secteur là de la santé pour ce soir. Donc c'est pas très sophistiqué la gestion d'une SCPI. Il y a un point indiscutable, c'est qu'il faut donc contrôler la bonne synchronisation entre la collecte, mes messieurs de l'autre côté de l'écran, que vous amenez sur les SCPI, et puis les investissements. Pour ce faire, vous allez voir, c'est pas d'une extrême complexité notre réponse. On n'a rien trouvé de mieux que de monitorer ceci en ouvrant les SCPI qu'à du concurrent de ce qu'on est capable d'investir dans des délais décents. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que début d'année, on communique à vos conseils le volume maximal qu'on s'autorise donc à investir et donc par voie de conséquence à collecter, parce que c'est la collecte et les arbitrages qui amènent aux investissements. Mais pour ça, on identifie un volume, imaginons il est de 100, eh bien si on dépasse courant d'année ces 100, et ça nous est déjà arrivé, et on n'aura aucun problème à le refaire si ça a accéléré trop côté collecte, eh bien on fermerait momentanément le véhicule pour nous laisser le temps d'investir dans des conditions décentes. Vous voyez que ce n'est pas d'une extrême sophistication. On est aidé quand même par un phénomène. Julien, une de vos premières questions, c'était sur le contexte, notamment avec le durcissement des conditions de crédit. On s'aperçoit qu'en Europe, par exemple, aujourd'hui, on a des compétiteurs qui sont un peu moins agressifs. Je m'explique. Ceux qui étaient des compétiteurs, notamment institutionnels, étrangers, qui investissaient à crédit, avec un fort effet de levier, avec le durcissement de ces conditions financières, ils sont un petit peu moins présents. Ça nous laisse un petit peu plus de place
pour investir et aider à la bonne synchronisation entre la collecte et les investissements. Merci beaucoup Philippe. Oui, Thierry, on a vu… un petit mot là-dessus pour compléter. Effectivement, je cautionne complètement ce que vient de dire Philippe. Pour vous donner une petite idée, bon, on est encore une fois sur un marché qui évolue beaucoup, qui se structure énormément, donc il y a une profondeur de marché extrêmement importante. Vous donner un exemple, l'année dernière, on a collecté 780 millions et pourtant, nous avons investi 910 millions. Donc, on était même en avance de phase par rapport à ce qu'on avait collecté. Donc, on est loin encore d'une monétarisation, le terme est un petit peu barbare, mais je pense qu'il est assez compréhensible du fond, parce que effectivement, la pire des choses, et Philippe l'a rappelé, c'est-à-dire pouvoir monitorer donc les acquisitions par rapport à la collecte, la pire des choses, ça serait de continuer à engranger de la collecte sans pour autant avoir la matière à investir en face. Sur le marché de la santé, on a encore on découvre des gisements pour avoir une profondeur de marché suffisante, donc on est assez à l'aise avec ça, mais effectivement, ça ferait partie de notre rôle et de notre responsabilité que de pouvoir effectivement monitorer tout cela, comme je reprends le terme de Philippe. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci pour toutes ces précisions. On va passer maintenant aux questions de nos clients, car je pense que nous avons reçu un grand nombre de questions. Donc je vais me rapprocher de notre régie et on va vous poser les premières questions. Alors, nous avons une première question qui est: au vu de la forte imposition des SCPI, comment pouvez-vous rendre ce produit attractif? Philippe, peut-être une première réponse? Alors, tout dépend à cette question. En fait, la réponse, elle dépend évidemment du besoin que l'épargnant manifeste. Là, j'entends un souci de limiter l'impact fiscal. Les loyers générés par les SCPI, personne n'a parfaitement repéré ceci, ce sont des revenus fonciers et donc taxés à la tranche marginale d'imposition qui est la nôtre. Donc, ça, c'est absolument indiscutable. Je ne peux pas le discuter. Donc, comment, pour les clients les plus hautement fiscalisés, il y a deux réponses. Pour cela, il peut y avoir une utilisation un petit peu plus technique. Mais vos conseils vous expliqueront ça brillamment, qui est d'acheter, pourquoi pas, par exemple, uniquement la nue propriété de part. Ça veut dire un démembrement et qui permet, pendant une période donnée, de ne pas être fiscalisé sur ses revenus et d'acheter évidemment avec une décote, puisque quand vous êtes nu propriétaire, vous ne percevez pas pendant une durée donnée les revenus. C'est le principe du démembrement temporaire. C'est une première réponse à des investisseurs qui voudraient limiter l'impact fiscal. La deuxième, et ça c'est aux côtés de vos assureurs, messieurs, qui utilisent aussi les SCPI, mais cette fois-ci sur le terrain des supports immobiliers dans les contrats d'assurance, ça s'appelle des unités de compte. Et bien là, évidemment, la fiscalité qui s'applique n'est pas une fiscalité immobilière, mais une fiscalité assurantielle, financière, pour faire rapide, et donc moindre par rapport à des tranches d'imposition élevées si vous êtes dans ce cadre-là. Merci Philippe. Si vous me le permettez, Julien. Donc, effectivement, pour les SCPI qui sont notamment beaucoup investis en Europe, on choisit aussi l'Europe, enfin en dehors des frontières françaises. Pourquoi? Parce qu'il y a des fiscalités qui sont moindres et donc ça impacte évidemment de façon importante. Le prélèvement fiscal a été déjà payé à la source et donc au titre de la non-double imposition, on ne le paye pas deux fois et de surcroît, on est affranchi des prélèvements sociaux qui sont quand même de 17,20%. Donc tout ça se calcule, tout ça s'évalue et les bons conseillers prodiguent les bons conseils aux personnes en fonction de leurs attentes et je n'ai aucun doute là-dessus pour qu'on puisse, monsieur l'épargnant ou madame l'épargnante, vous guider dans ce domaine avec les meilleures solutions. Mais effectivement, si on ne regarde que la fiscalité, c'est peut-être aussi un petit peu étroit, c'est un plus, hein, c'est un tout. Et donc, il faut voir effectivement l'intégralité de ce placement, y compris en cela la fiscalité, et le projeter dans une démarche beaucoup plus globale, qui est l'allocation patrimoniale au sens large du terme. Quelle est la part des SCPI dans votre allocation patrimoniale et l'impact fiscal de ces SCPI sur l'ensemble de votre fiscalité. Et à ce moment-là, on a une approche parfois un petit peu différente. Mais les deux solutions qu'ont évoquées Philippe, effectivement, sont extrêmement pertinentes. Merci beaucoup Thierry. Nous avons une seconde question. Donc, en cas de baisse des marchés, le prix des dividendes peut-il être diminué et dans quelle mesure? Parle-t-on du report à nouveau?
Thierry, peut-être une première réponse? Bah oui, enfin, Pardon. Vous voulez que je prenne donc, 2 secondes, Thierry? l'élu de la question, mais effectivement, les dividendes, qui, comme son nom l'indique, sont le reflet des résultats, donc peuvent être impactés, évidemment. Donc aujourd'hui, comme on l'a décrit, je pense, depuis le début de ce webinaire, on a une bonne visibilité sur la pérennité de ces revenus. La dispersion des risques fait qu'on est assez serein quant à cette durabilité, quant à cette bonne équilibre entre les différents revenus, mais ça n'est pas à exclure, évidemment. Donc notre rôle, la bonne gestion, c'est justement d'essayer de maintenir au mieux ces dividendes, mais dès lors qu'on est sur un marché qui est relativement baissier, forcément, effectivement, on engrange mécaniquement également des baisses. En ce qui nous concerne, de par justement l'exposition à l'Europe et donc avec une fiscalité européenne, on arrive à gommer un peu également ces écarts-là, ces spreads-là, et donc on arrive à maintenir grosso modo le taux de distribution au même niveau qui était de 5,33% l'année dernière versus un TDVM, donc qui est le taux véritablement affiché de 4,80. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart qui est quand même significatif. Et là, c'est ce 5,33 qu'on va tenter de maintenir pour cette année. Merci Thierry. Avons-nous d'autres questions? Nous avons une autre question qui est donc, pouvez-vous nous détailler le positionnement de vos SCPI sur le marché de la santé? Philippe, peut-être Oui, une première. en fait, sur le marché de la santé, vous avez des sous-stratégies que vous pouvez employer. Les murs de clinique en sont un. Les établissements qui accueillent des personnes type EHPAD, par exemple, qui ont des soucis en termes de dépendance. Vous avez des maisons de santé, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, on fait un choix de prioriser, c'est la question que vous nous posez en termes de stratégie. La première stratégie, plus de la moitié des actifs qui sont logés dans notre SCPI LF Avenir Santé, ils vont être consacrés à ces fameuses maisons de santé. Je l'ai dit tout à l'heure, nous on est persuadé que un des défis des prochaines années côté santé, il sera sur toute cette médecine dite de proximité. Et avec mais vous le vivez au quotidien, aux côtés de Data Profit, vous êtes présent partout en France, vous sortez de votre domicile, vous voyez aujourd'hui se développer de plus en plus ce type d'unité justement qui rassemble un certain nombre de praticiens, pas nécessairement que des généralistes ou que des spécialistes, mais toute la chaîne finalement du parcours de soins. Aujourd'hui, elle en est à son démarrage. C'est, je trouve intéressant de travailler cette logique-là à côté du co-living senior, à côté des crèches, à côté de toute une série de stratégies pour des parts un petit peu moins importantes. Mais à votre question, la stratégie numéro 1 et le positionnement, c'est médecine de ville, médecine de proximité au travers de ces maisons de santé. Merci beaucoup Philippe. Et en ce qui nous concerne, pour Pierreval Santé, le positionnement, c'est, comme je le disais tout à l'heure et à plusieurs reprises, c'est l'international et pouvoir se diversifier dans tous les secteurs d'activité liés à la santé. Donc, on est toujours sur la santé, mais toute la santé. Donc, et encore une fois, dans les pays limitrophes ou pas forcément limitrophes d'ailleurs, eh bien, l'approche de la santé est quand même un peu différente et je trouve que c'est assez enrichissant parce que ça nous permet aussi de tenter très modestement d'importer des nouveaux concepts en France. Donc, ce qui permettrait probablement d'atténuer certaines incertitudes liées à une méconnaissance de certains secteurs d'activité ou du suivi même de ces activités qui conduisent d'ailleurs souvent à l'étranger à des notations, même à des scores de qualité de ces établissements et on y est très attaché. Et encore une fois, on contribue très modestement à ce qu'on puisse en France également adopter ce genre de démarche. Ça nous semblerait très utile et très efficient pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors nous avons une dernière question. Est-il possible d'avoir plus de détails sur la stratégie de construction d'actifs, donc la construction de bâtiments, et comment ces constructions sont-elles financées? Thierry, je vous laisse la main. Oui, alors on a effectivement, donc dans les acquisitions sur notre SCPI Pierreval Santé, on attend des biens existants. Et donc, comme je le disais, les exploitants nous confient
en externalisant la gestion de leur foncier, ou bien effectivement on les accompagne, ce qui est souvent le cas d'ailleurs d'exploitants qui nous avaient précédemment confié la gestion de leur foncier après qu'il fut construit. Ils nous disent, mais tiens, finalement on voudrait s'étendre, on voudrait peut-être créer une autre clinique ou un laboratoire adjacent, que sais-je. Et donc à ce moment-là, ils nous appellent également pour finalement prendre en compte cette future acquisition. Donc, notamment, ça a été le cas d'un très beau site que l'on a à Marseille, qui est le site d'un siège social, donc d'un très grand laboratoire américain, leader mondial dans la recherche oncologique notamment, et qui s'est implanté à Marseille. Et donc, on a financé l'acquisition, la construction, pardon, de cet établissement qui sort de terre là actuellement. Donc, c'est vraiment un très très bel établissement. Donc, on recourt évidemment à la dette aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait évoluer, mais très légèrement, pardon, le ratio de dette chez nous, tout simplement parce que ça nous permet effectivement de financer des actifs qu'on appelle en VFA. Et notamment, on en a aujourd'hui quelques-uns en Italie. Vous verrez que dans notre scope de panorama d'acquisition, vous ne voyez pas l'Italie, et pour autant, on a 4 actifs qui sont proches de sortir de terre, là, probablement en 2022 ou 2023, et qui donc seront ensuite inscrits dans le panorama des actifs acquis par la SCPI. Mais effectivement, on accompagne cette construction, notamment via le biais de la dette. Merci Thierry. Philippe, un dernier mot. Juste un mot. Il y a un point qui, je pense, qui va aussi intéresser nos auditeurs, c'est que vous avez un gisement incroyable sur le marché immobilier de la santé, qui est tous ces praticiens qui étaient propriétaires de leurs murs. Et aujourd'hui, qui ne cessent de demander à se concentrer sur leur activité. Ce qu'on appelle prétentieux, de façon un peu pompeuse, l'externalisation. En clair, le fait qu'ils vendent leurs murs à des structures comme les nôtres, ils continuent, ils se concentrent sur leur activité. Vous voyez, je pense que c'est un des gisements demain en France et en Europe pour nos SCPI respectifs, pour continuer face au flux de collecte incroyable qui continue d'être adressé, eh bien d'y répondre avec des investissements qui soient les plus pérennes possibles. J'illustrerai ton propos, Philippe, en disant même que certains exploitants de cliniques chez nous nous ont même dit qu'ils avaient gagné comme ça 50% de capacité d'investissement pour mieux opérer, mieux accoucher, etc. Et donc mieux faire leur métier finalement. Donc ils ont pris conscience aussi que la gestion du foncier, c'était pas forcément leur truc, il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée de leur part. Et donc ils préfèrent effectivement négocier avec nous le loyer qui soit bien calibré pour ensuite mieux développer leur activité là où ils excellent et là où on les attend et là aussi où ils nous permettront, ils vous permettront à nous tous finalement d'être présents notamment dans les déserts médicaux et de pouvoir encore une fois mieux opérer, davantage accoucher, etc. Donc ça c'est important, c'est un élément sociétal extrêmement fort. Merci messieurs. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces précieuses informations. J'espère que l'on a répondu à l'ensemble de vos questions et qu'on vous a donné envie de franchir le cap et d'investir en immobilier via des SCPI en direct. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous de nous avoir suivis et encore merci à vous deux pour votre participation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt.